Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Ouais, maintenant je vais m'attaquer sur 3 de l'année 2016, vu comment j'ai pas encore les autres. Et que je vous en dis pas plus que ça, mais je sais bien que j'en ai pas beaucoup plus de année 2016 en termes de DVD. Pour ça, je vous le montre directement. Tout d'abord avec le premier Fastlane, parce que oui, j'ai pas le Royal Rumble. Et que je décide de vous le présenter de cette manière, comme ça. J'ai pas voulu attendre que j'en rachète pour sortir une vidéo. Donc j'ai pas voulu attendre si peu que ça. Mais du fait que je fasse ça, c'est quelque chose de bon. Et c'est commenté par Philippe et Christophe. Car à cette période, pour Fremantle, ils avaient décidé de mettre la plupart, tout en français. La plupart, je dis bien, parce que après ça s'arrête. Jusqu'à ce qu'ils sortent un coffret de Best of Pay-Per-View 2016 où tout est en français. Pas tout, hein, parce que c'est vrai qu'il en manque pas mal, mais qui vont faire exclusivement à la télévision. Donc en direct, ils font ça juste en direct. Et pour petit rappel, peut-être pour la moitié, je crois qu'il y en a 4 du côté de 2017 qui a été édité en français, ou pas du tout. Non, je pense pas qu'ils ont été édités en français. Même pas le WrestleMania 33, alors qu'ils étaient sur place. Ils étaient sur place, mais ils n'étaient pas invités. Pourtant, ils ont dû quand même faire le commentaire. Mais que ça n'a pas été édité en DVD. Il n'y a que en 2018 qui vont éditer le WrestleMania 34. Et là, je ne vous trompe pas. Si vous allez sur Amazon, ce sera... bien sûr, les commentateurs québécois qui vont commenter, mais sinon, il faut trouver comme ça, mais en version française. Mais avec le WrestleMania 35 qui n'a pas été édité par Philippe et Christophe, alors qu'ils étaient sur place, bordel. La preuve par là que la WWE ne voulait plus miser sur les commentaires français, quoi. Ils veulent que du français québécois. Pourquoi? Parce que les Français québécois, l'un émigre aux États-Unis, l'autre au Québec, mais qu'il arrive quand même de faire des commentaires pour les Américains. Tandis que Philippe et Christophe, eux, c'est que la France et pas l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils habitent pas en Amérique. Et ça, c'est ce qui est dommage. Et après, on a appris via 2019, alors que Extreme Roots 2019 allait être diffusé sur AB1 et AB Explore, et ça s'arrête d'un coup. Donc il n'y aura plus de commentaires de Philippe et Christophe. Donc c'est en 2019 que ça s'est arrêté. Sachez que c'est en 2019. Car moi j'ai un très bon souvenir, je m'en rappelle très bien de ça. Et que on regrette amèrement. Tout d'abord, à l'affiche, on voit Brock Lesnar, Roman Reigns, Dean Ambrose et Eva Marie. Voilà. Le derrière. Dean Ambrose, Roman Reigns, qui fait un spear sur Brock Lesnar, alors que Dean Ambrose allait subir un F5. Est-ce un match inédit au meilleur des 3 tombés? Ah oui, ça c'est dans le kick-off. D'accord. Et heureusement qu'il est en français. Il dure 3h01. Ouais, quand même. Donc, on va regarder ça. Enfin, je vais regarder ça. Pour vous, bien sûr. Hein. Non, je passe par là. Pas ici. Pas là. Voilà. Peut-être ici. Non, là. Là, c'est bien là. Alors, c'était pour le match au meilleur des 3 manches, pour le titre des États-Unis également. Et que on sait bien que Kalisto affronte Alberto Del Rio, vu comment j'avais cité tout à l'heure. Et c'est dans le kick-off. Dommage que c'est pas pour la carte principale, mais faut dire, ils n'ont pas non plus assez de place pour tous.
et qu'ils ont dû, on va dire, mettre ça dans le kick-off. Je me rappelle que le premier point qui remporte, c'est Kalisto. Donc c'est Kalisto qui remporte le premier point. Après, ben, c'est Del Rio qui remporte avec un cross breaker, je crois. Ou alors un double stomp. Et qu'après, ben, il y aura la belle. Vraiment la belle. Et que Del Rio se voyait déjà vainqueur. Se voyait vraiment déjà vainqueur. Et que à cette période, on sait bien qu'il a fait son retour en 2015. Mais faut dire, on s'attendait vraiment pas à le revoir, Del Rio. Car déjà, il commence à être hyper agressif. Et hyper brusque dans la manière de catcher. Car rien qu'à le voir, on se dit certes, il a peut-être fait un retour, mais il faut dire, il change quasiment de comportement. Car c'est à cette période, je crois, où il était une sale raclure et que il sortait avec Paige, je crois. Je sais bien qu'il sortait avec Paige et que après ça menait toute une histoire de drogue, tout ça. Bref, vous avez au moins compris. Ça a mené que des proportions. Et envers le match, eh ben, c'est victoire de Kalisto. Si je crois bien, il arrive à le battre avec un solide à l'assaut, à la surprise générale. Mais que Del Rio, il arrête de coopérer, il attaque Kalisto. Il attaque Kalisto, du coup il se fait renvoyer au vestiaire. Voilà, il se fait renvoyer au vestiaire pour usage de mauvais comportement. Et ce match-là, 3,20. Il était pas mal, mais après, il faut dire, c'était un peu moins bien que le Royal Rumble. Car quand on le voit sous le kick-off, on se dit, certes, malgré qu'ils ne sont pas sur la carte, ils peuvent nous livrer un bon match, malgré que ça ne va pas amener de la visibilité. Mais c'est tout ce que je peux redire. Hein. Je peux dire que ça en ce moment. Voilà. Et là, maintenant, match par équipe. Ouais. Donc Becky Lynch et Sasha Banks contre l'équipe de la Team Bad. Donc Beautiful and Dangerous et méchante, on peut appeler ça comme ça. Mais sauf que Sasha Banks ne figure plus dans la Team Bad, vu comment elle a demandé à quitter le groupe pour percer en solo. Donc elle s'est retournée vers... enfin, on va dire qu'elle a un peu délaissé Tamina et Naomi pour une bonne cause, pour percer en solo. Et elle a bien raison, car dans pas longtemps, elle aura été championne féminin. Certes, elle n'aura pas détenu longtemps, mais au moins elle aura détenu les titres. Et pour nous et pour elle, c'est quelque chose de plus important. Et en plus, c'est la carte principale, je remarque. Ouais. Et si je me trompe pas, c'est victoire de Becky Lynch et de la Team Bad. Si je crois bien, il y a eu... enfin, Becky Lynch et Sasha Banks, pardon. Et pas la Team Bad avec Becky Lynch. Qu'est-ce que je raconte? Si je crois bien, il y a eu double soumission. Je pense, hein. Ou alors peut-être que... il y a un backstabber plus un bankstatement sur Tamina. Faut dire, comme je l'ai toujours dit, certes, vous allez peut-être dire je suis méchant ou pas, mais il faut savoir c'est que c'est vraiment une fraude. Hein. Tamina, c'est vraiment une fraude et aussi une maillon faible dans l'équipe qui sert à rien, quoi. À part faire le job, mais sinon, voilà, elle est quasiment inutile et que c'est victoire de Lynch et Banks, quoi. Ce match-là, pareil, 3,20. Si j'aurais voulu, j'aurais pu mettre un 3,5, mais voilà, j'en ai décidé comme ça, 3,20. Maintenant, ben, match pour le titre intercontinental. Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Oui, Kevin Owens avait récupéré son titre des mains de Dean Ambrose, alors qu'il s'était fait humilier à TLC 2015 par Ambrose. Il s'est fait encore plus humilier au Royal Rumble 2016, et que lors d'un épisode de Raw, lors d'un Fatal 4-Way, je crois, Ambrose perd le titre au profil de Owens, car on aura compris que Dean Ambrose veut affronter tout seul Brock Lesnar. Mais on connaît le résultat, mais ça ce sera pour une prochaine review. Et ben là, il affronte
Tout simplement, Kevin Owens, quelqu'un qui a déjà été champion intercontinental, et que ça peut nous livrer des bons matchs hein, entre deux tacticiens du ring. Tacticiens, techniciens, et on peut se régaler, vraiment se régaler. Donc je suis sûr qu'il peut nous offrir du bon. Hein. Même si après les avis sont assez différents. Même moi, j'essaye un peu de donner d'importance à ceux qu'on jugeait inintéressants. Même si c'est la mid-card, il faut un peu apprécier la mid-card pour le côté divertissement parlant qui nous produit. C'est moi qui propose du divertissement parlant, même en parlant, justement. Tandis que c'est divertissement par show, quoi. Bah après, domination d'Owens, domination de Ziggler. Et là, on se dit, ça y est, Dolph Ziggler, il a enfin sa chance. Il peut battre Owens pour le titre. Eh ben, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et que on croyait qu'en 2014 ou 2015, ce serait l'année à monter en puissance pour Dolph Ziggler. Et ben, comme vous avez compris, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait car il a toujours été dans la mid-card et que son run était terminé. Mais allez, sans trop tarder, victoire de Kevin Owens par un pop-up powerbomb. Il conserve son titre. Et voilà. Ce match-là, 3,5. Je mets 3,5 ce match-là. Il était un peu moyen, mais il était pas mal aussi. Voilà. Si vous avez un petit peu du mal à comprendre, ben, j'essaie de vous éclairer un petit peu. Le match était moyen parce qu'il s'est, on va dire, pas gros passé. À part des grosses prises, mais sinon, c'est rien de spécial. Mais bon. C'est-à-dire sur ça. Maintenant, match par équipe à 6. Big Show, Kane et Ryback contre la Wyatt Family. Alors, la Wyatt Family, vous savez bien que c'est Bray Wyatt, Eric Rowan et Luke. Sauf que Bray Wyatt, attendez. Avant que je dise une connerie, parce que je vois que Bray Wyatt accompagnait ses 3 poulains. Donc il va pas catcher. Peut-être parce qu'il était blessé, je crois. Mais bon, la Wyatt Family, composée de Eric Rowan, Luke Harper, et attention, oui, attention, Braun Strowman Colonel. Oui, le mouton noir avec le mouton blanc. Et que malgré que ils ont un homme fort dans l'équipe de la Wyatt, eh ben, ça n'a pas suffi face à Big Show et Kane et Ryback. Vraiment pas du tout. Et que Ryback, si je crois bien, lors de cette année, il sera sur le départ. Mais vraiment sur le départ. Car on sait qu'il a quitté la WWE en très mauvais termes et qu'il a voulu utiliser son nom autre part qu'à la WWE, mais la WWE ne voulait pas. Et c'est regrettable pour lui. Bon, après, pas mal d'échanges. Et aussi, quand c'est Strowman qui arrive, on se dit peut-être qu'il veut le Big Show, il veut se le faire pour lui tout seul, pour l'anéantir, pour voir qui est l'homme le plus fort et l'un des monstres parmi les hommes. Bah oui, bien sûr que oui. C'est le monstre parmi les hommes. Mais après, si je crois bien, même Kane a eu les yeux plus gros que le ventre pour essayer d'en venir à bout de Monsieur Strowman. Mais malgré qu'il a voulu essayer de faire de l'épreuve de force, pour Strowman, ben, ça va pas, on va dire, faire la moindre effet, vu que c'est lui qui montre toute sa puissance en nous montrant que c'est bien lui, le visage de la destruction. Mais après, je crois qu'il se fait écarter soit par le Big Show ou par Kane, et que du coup, en maillon faible, ben moi j'en vois que un, ou deux peut-être, mais sauf que Luke Harper est loin d'être le maillon faible. Donc on va dire que c'est Eric Rowan qui va subir le finish. Si je crois bien, il va se prendre un KO punch, un shock slam et un shell shock de la part du Big Show, Kane et Ryback. Donc c'est eux qui remportent ce match-là. Ce match-là. Allez, 3,5. 3,5. Donc ça fait 2 fois 3,5. Et pareil pour le match suivant. Car ça concerne la championne accompagnée par son papa. Oui, la championne Nediva qui met son titre en jeu face à Brie Bella, l'ancienne championne. Tout d'abord, je crois qu'il
il y a une petite story comme quoi Charlotte se moquait ouvertement de Nikki Bella et de Brie Bella aussi, en disant que lorsqu'elle a battu Nikki Bella, eh ben, elle a ressenti de l'émotion, mais aussi en tant que championne, le privilège de défendre sa ceinture de manière dignement. Et c'est vrai qu'elle aura défendu dignement. Peu importe si vous adorez ou non Charlotte, mais elle a été une sacrée championne. Il faut la reconnaître. Et que d'un coup qu'elle est montée dans le roster, elle a monté en puissance. Elle défonçait déjà les barrières, quoi. Et que du coup, après pas mal d'années, les titres mondiaux féminins ne va pas se détacher d'elle. Car elle veut tout simplement battre le record de son père. Elle, c'est ce qu'elle veut, battre le record de son père, ou alors égaliser. Mais peut-être qu'on dira qu'elle veut battre un record. Et que, si je crois bien, elle disait lors d'une storyline, Charlotte, en disant entre l'une des deux sœurs Bella, qui est la meilleure. Et je crois qu'elle disait que c'est sûrement Nikki la meilleure que Brie. Donc Brie a voulu lui dire le contraire, mais sauf que les paroles de Charlotte ont eu raison d'elle. Ont eu raison de Brie Bella. Donc voilà quoi. Pour moi, domination claire, nette et sans bavure, car on voit à l'affiche Charlotte qui fait, on va dire, étourdir les bras et plus les reins. Mais on sait bien que le finish, ce sera la prise en 4, plus elle va se positionner en pontée pour la prise en 8. Donc du coup, c'est victoire nette et sans bavure de Charlotte. Et comme j'ai dit, 3,5. Tout simplement. Et là, un match que j'ai apprécié. Peut-être pas vous, alors peut-être que oui. Mais AJ Styles contre Chris Jericho. Ouais. De quoi en dire mieux sur ce match? Alors, c'est simple. Tout d'abord, on va revenir le contexte. Oui. AJ Styles, qui a fait ses débuts officiels à la WWE, au Royal Rumble en arrivant en numéro 3, alors que Roman Reigns venait d'éliminer Rusev, et que Roman Reigns attendait l'autre participant, jusqu'à ce qu'une musique retentit. Ouais, une musique retentit. Et après, on va dire un genre de tag marqué I am the phenomenal. Et là, grosse pop de la foule. Vraiment grosse pop de la foule. Ils ont vite découvert qui c'est. Et c'est là où AJ Styles fait son apparition. Et que vous saviez que AJ Styles sortait du Japon. Vu comment il en avait fini avec la New Japan Pro Wrestling. Et dans pas longtemps, un autre va rejoindre la WWE. Oui, dans pas longtemps, ce sera Shinsuke Nakamura. Que lui, ce sera du côté de la NXT. Et que Styles, lui, a visé le roster principal. Même s'il le raconte lors du lendemain de Royal Rumble, il n'était même pas censé d'être là. Donc il n'était pas censé être là. Mais que selon Vince, il a fait, on va dire, le bon job sur le ring, même s'il a, entre guillemets, rien fait de spécial, alors que pour moi, Styles est totalement spécial et ce qu'il fait est phénoménal. Et que si je crois bien, il disait à Styles, Vince, en disant que il veut quelqu'un qui est un pitbull, qui ne fait qu'attaquer sans s'arrêter. Et que lui, il connaissait la réponse, AJ, en sachant qui c'est. Est-ce que c'était le Miz ou John Cena? Bon, ça, on y reviendra, mais bon, le doute et la façon de promouvoir les choses était presque inattendue, si je peux me permettre. Et qu'on sait bien qu'après le lendemain du Royal Rumble, lors d'un épisode de Raw, il affronte Chris Jericho, et il bat Chris Jericho, si je crois bien, avec un petit paquet, et après il se serre la main, et que Jericho, il jette un dernier coup d'œil à AJ, l'air de dire c'est loin d'être terminé. Donc c'est pour ça qu'ils remettent une couche à Fastlane, mais cette fois-ci en pay-per-view, pour lancer leur petite rivalité. On pensait que leur rivalité était courte, vraiment très courte, mais faut dire... ça n'aura duré que 2 pay-per-view. Hein. Et ce n'est pas non plus
une rivalité qui va durer sur 2 ou 3 ans. Hein. Ça va juste durer que 2 ou 3 mois. Donc vous avez au moins compris. Et que si je crois bien, lors d'un épisode de SmackDown, Chris Jericho arrive à arriver à battre AJ Styles. Donc c'est pour ça qu'ils s'affrontent au Fastlane. Et là, ben, il y a, on va dire, une genre de belle. Oui, la belle. Et que là, on se dit, l'un des deux va sûrement remporter le match de manière clean ou controversée. Et que là, pour le coup, ils nous sortent tout ce qu'ils ont à offrir, même si on peut des fois critiquer les qualités in-ring de Chris Jericho. Mais après, il ne faut pas trop le sous-estimer. Lui aussi, c'est quelqu'un de très technique, parfois d'agile. Certes, il n'est pas en mesure de la force de l'âge requise pour faire tout ce qu'il a envie de faire aujourd'hui, même s'il fait encore du côté de la AEW. Mais en tout cas, il prouve à quel point qu'il est encore là et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Et pareil pour Styles, lui qui se fait aussi un peu tout vieux, on va dire ça, même si il est loin d'être très très vieux, car il est encore jeune. Enfin, c'est plus un jeune homme dans la fleur de l'âge, mais on dirait qu'il catch comme s'il a encore 20 ans. Et c'est pour vous dire. Hein. Et que, si je crois bien, il déballe tout ce qu'il a sous le capot. Phenomenal Forearm, Styles Clash, mais Jericho se dégage. Tandis que Jericho, ben lui, tentative de The Walls of Jericho, mais AJ Styles arrive à trouver un moyen de s'en sortir. Ou encore, quand il se prend un code breaker, il s'en sort toujours. Et là, je crois c'est quand il passe du côté de la fin, au moment où il fait le Cal Crasher sur Chris Jericho, là on se dit peut-être qu'il va réussir à faire la différence sur cette prise. Et évidemment, il a réussi à faire la différence en faisant taper Jericho. Donc, victoire de AJ Styles. Ce match-là, 3,50. Je mets 3,50 pour ce match-là. Peu importe ce que vous pouvez me dire, je mets ça direct. Et qu'après, ben, grosse preuve de respect envers AJ et Chris. Et que par la suite, ils vont essayer de faire équipe sur le pseudonyme de Y2AJ. Donc faire une équipe alliance à deux, mais sauf que ça ne va pas prendre du tout. Mais vraiment du tout. Car on aura compris que Jericho, ben, il veut à tout prix prouver qu'il est meilleur que AJ Styles. Et c'est là pendant des semaines et des semaines, il n'arrêtait pas de dire son nom à qui veut l'entendre pour que les fans prouvent de la sympathie envers AJ, mais aussi de la haine envers Jericho. C'est pour ça que Jericho n'arrêtait pas de dire AJ Styles, AJ Styles, AJ Styles. Tout le temps, il n'arrêtait pas de dire ça tout le temps. Même quand AJ disait aussi, pour le rendre la politesse à Jericho, en disant Y2 Jackass. Tête de nœud Y2. Bref, c'est tout con, hein. Même si, honnêtement, il n'était pas non plus très bon en promo, mais là, il essaie de mieux s'y adapter. Bon, après, au micro, il va quand même essayer de trouver le moyen de s'installer. Mais bon, j'en ai assez de ce match. Vu comment il était bon, mais j'en ai fini là-dessus. Et maintenant, ben, match simple, voilà. Match, on va dire, le moins attendu. Voilà, on va dire un match que on s'en bat les couilles. Voilà, vous avez bien compris. Curtis Axel accompagné ben, par les Social of Cast. Oui, les Social of Cast. Et le leader, c'était Heath Slater avec Bo Dallas et Adam Rose. Et que oui, Curtis Axel est encore allié à une équipe de losers. Et c'est pareil pour Heath Slater. Il dirige un gang de losers. Un gang de losers. Alors où est passé le côté Axelmania de Curtis Axel? Ben, aux toilettes. Vraiment aux toilettes, vu comment son côté Axelmania... Oui, on sait bien qu'il a été au Royal Rumble, mais qu'il ne s'est pas, on va dire, fait éliminer. Et aussi, il n'a même pas participé au Royal Rumble 2015. Jusqu'à ce qu'il participe au Royal Rumble 2016, où il se fait éliminer. Et que là, ben, on va dire que c'est totalement finish pour Axel.
et qu'il affronte R-Truth. Donc on va dire c'est victoire de Curtis Axel, même si je me rappelle des moments ridicules comme le Beau Trent, on va dire le train de Beau, en faisant le tour d'honneur sur le ring ou à l'extérieur du ring. Bref, des trucs tout bêtes quoi. Mais bon, c'est victoire d'Axel, avec sa prise finish. Je crois que c'est le Perfect Suplex ou alors un autre prise. Ouais, bref. 3,10. Je suis un peu sceptique, mais 3,10. Et là, le main event. Match triple menace. Oui. Match triple menace. Pour désigner le challenger numéro 1 au titre de Triple H. Oui, oui, oui. Vous savez bien qui c'est et qui je veux bien parler. De Triple H pour le titre du monde poids lourd, et que Roman Reigns affronte Dean Ambrose et Brock Lesnar, que lui était encore accompagné par Paul Heyman. Oui, Paul Heyman, le petit poli, même s'il est loin d'être poli. Donc je me rappelle, début de match, ben, ça partait déjà, et que lorsqu'il se faisait sur Brock Lesnar, ben, Brock Lesnar, pardon, il commençait déjà à se défendre avec des German suplex sur l'un des l'autre, jusqu'à ce qu'après, ben, ils se remettent en question, ils se remettent en force pour un peu affaiblir Lesnar, vu comment ils savent que Lesnar, c'est l'homme le plus dangereux du match. Donc ils vont commencer à l'affaiblir. Et aussi faire un double powerbomb sur la table, et après sur une deuxième table. Donc pour s'assurer qu'il ne revient pas dans le match. Et après, ça va se jouer entre Reigns et Ambrose. Et que là, on se dit, peut-être que Ambrose aura peut-être une chance, ou alors on sait que Roman Reigns va remporter le match. Ouais. Et on a vu juste. Vraiment, on a vu juste. Mais après, c'était pas pour maintenant. Car un coup qu'il avait allumé Ambrose, même si Ambrose ripostait, je crois qu'il se prend un German suplex de Brock Lesnar qui venait de se faire attaquer, mais qu'il n'a pas dit son dernier mot, et ce ne sera pas l'heure pour lui d'arrêter le match, parce que c'est pas le moment de s'arrêter. Donc il se charge de Roman Reigns, mais que Roman Reigns s'en charge directement sur la bête, pour certes de dire que tu m'as peut-être jamais battu et je t'ai jamais encore battu jusqu'à présent, mais je peux te battre et je peux le faire. Donc on va dire le côté I can and I will était presque, on va dire, pas encore parti. Et que, si je me rappelle bien, lorsqu'il partait en Spear, Brock Lesnar faisait une Kimura sur Roman Reigns, mais que Roman Reigns ne va pas abandonner. C'est là où Dean Ambrose va prendre des chaises, il va fouetter le dos de Lesnar et de le mettre out. Jusqu'à ce que, vous avez compris, Roman Reigns lui fait un spear à Dean Ambrose. Donc c'est victoire de Roman Reigns. Et en même temps, ça permet à Brock Lesnar d'être protégé pour éviter qu'il se fasse le pin. Même si je sais que les deux voulaient se faire le pin sur Lesnar, mais sans succès. Avec ce match-là, allez, 3,70, je mets 3,70. Et à la fin, Triple H fait son entrée, face à face avec Roman Reigns, en disant, toi et moi, dans le main event de WrestleMania 32, face à face. Donc c'est là où il se fixe, et c'est la fin du show. Donc oui, Triple H avait remporté le titre lors de la bataille royale, au Royal Rumble justement, où soi-disant c'était, on va dire, le match seul contre tous. Même si on sait bien qu'ils sont faits chacun pour sa peau. Et que j'ai pas trop envie de trop m'attarder dessus, parce que si j'avais les pay-per-view, je vous aurais dit. Mais malheureusement non. Donc voilà, j'ai essayé de mieux comprendre la chose et de mieux expliquer autour de ce show en positif ou un peu dans la négativité, ça dépend de vos goûts. Mais pour les matchs, bonus, peut-être avec une interview. Non, il n'y a pas d'interview malheureusement, qu'est-ce que je raconte?
Donc, les matchs, bonus, saignements et les promos et l'ensemble. Très serré. 3,50. Enfin, 3,50. 4,50. 4,50. Vous m'aurez au moins compris, je mets 4,50. Et que cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.